Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 15e webinaire de patrimoine nucléaire et climat, consacré cette fois-ci à la réindustrialisation qui, comme vous le savez, est la mère de toutes les batailles. Avant de commencer ce webinaire, au nom du président de PNC France Bernard Accoyer, du bureau de l'association, également de l'association Sauvons le Climat, de la SFEN et de l'ensemble de l'équipe des webinaires PNC, Jean-Philippe, Clément, Antoine et moi-même, nous dédions ce webinaire à la mémoire de Jacques Mazurel, vice-président de PNC France, qui nous a récemment quittés. Sans lui, notre association, comme ces webinaires, n'aurait jamais vu le jour. C'est cet engagement inlassable pour le climat qui l'avait conduit, avec d'autres, à imaginer et fonder notamment PNC France. Aujourd'hui, nous souhaitons donc lui rendre hommage en poursuivant le travail qu'il a initié avec la même conviction et la détermination qu'il caractérisait. Merci Jacques. Louis Gallois, Olivier Loisy, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Louis, on ne vous présente plus, vous avez un beau CV de l'industrie française, vous êtes évidemment l'auteur du rapport dit Gallois de 2012 sur la compétitivité de l'industrie française, ce rapport qui a marqué un tournant dans la réflexion nationale sur notre stratégie industrielle. Olivier, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes ancien conseiller industrie-énergie à la présidence de la République, créateur de l'initiative Territoire d'industrie, et vous êtes l'auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération aux éditions Les Déviations, qui présente vos conclusions, les conclusions d'une mission de réflexion sur la réindustrialisation française, dont la publication officielle a été reportée à plusieurs reprises. Dans ce livre, vous y proposez une trajectoire ambitieuse et réaliste pour l'avenir industriel français. Nous allons en parler ensemble. Pour justement faire un petit récapitulatif du programme de ce webinaire, dans un premier temps, nous allons commencer avec une présentation sur les grandes lignes du rapport d'Olivier Loisy, avant d'aborder l'ensemble des progrès réalisés depuis la publication en 2012 du rapport Gallois, afin de mieux cerner l'ensemble des progrès, des avancées et des défis qui restent à relever pour l'industrie française. Puis nous discuterons de la place centrale qu'occupe le prix de l'électricité et des politiques publiques, nationales comme européennes, dans la compétitivité industrielle. Et à l'issue de ces échanges, nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées en amont par l'intermédiaire de la boîte à questions, avant de répondre à vos interrogations en direct via le chat. Donc, Olivier, je me tourne vers vous. Dans votre ouvrage, vous proposez une trajectoire que vous dites plus réaliste d'une industrie qui représenterait 12 à 13% dans le PIB français. Quels sont, selon vous, les principaux leviers pour atteindre ces objectifs et pourquoi? En quoi cela est une trajectoire plus réaliste selon vous? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez utilisé le jeu. C'est un travail que je n'ai pas fait seul. D'abord, je voudrais rendre hommage et saluer tous ceux qui m'ont accompagné. D'abord, il y avait une vingtaine de personnes réunies dans une instance, chefs d'entreprise, économistes, élus locaux, régionaux, philosophes, sociologues, hommes d'image aussi, puisque l'image de l'industrie, c'est quelque chose qui compte. Et puis, sur les scénarios de réindustrialisation sur lesquels on s'est appuyé, c'est un travail qui a été piloté par France Stratégie, mais avec 9 administrations autour d'elle, la Direction générale du Trésor, celle des entreprises, RTE pour l'électricité, la DGEC également. Et donc, c'est un travail collectif. Alors, j'en porte la responsabilité dans le sens où j'ai souhaité en faire un livre, puisque le rapport tardait à être publié et que on a pensé à certains que c'était important de verser ces éléments au débat public. Alors, cette réflexion, il n'y a pas qu'une trajectoire, il n'y a pas qu'un objectif, il y a aussi essayer de reposer les fondements. Pourquoi est-ce qu'on doit réindustrialiser? Pourquoi c'est une nécessité? Il y a effectivement un objectif qu'on a recalibré par rapport à un objectif officiel que Bercy portait il y a encore quelques temps, puis un potentiel et des leviers. Alors, pour répondre rapidement à ces quelques éléments, pourquoi on réindustrialise? Je sais que parfois je me répète là-dessus, mais encore une fois, c'est important qu'on le partage tous. On réindustrialise pas juste pour réindustrialiser, pour faire des points de PIB supplémentaires manufacturiers dans notre économie. Il y a 3 finalités à notre réindustrialisation. La première, c'est quelque chose qu'on a tous vécu avec le Covid, c'est la souveraineté, diminuer nos dépendances et donc reprendre en main notre destin productif et être capable de le décider, la notion de souveraineté. Naturellement, celle liée à l'environnement. Réindustrialiser, c'est maîtriser à nouveau notre empreinte environnementale. Je vous rappelle qu'il y a 50% de notre empreinte carbone, même plus de 50%, qui est importée, sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. Et donc, c'est maîtriser et réduire notre empreinte environnementale. Et puis, la troisième finalité, qui est celle qui me tient le plus à cœur, mais c'est une question de sensibilité, et entre les trois, chacun peut avoir la sienne, c'est la cohésion territoriale. On a fait 40 ans, 50 ans
de modèle économique fondé sur le tertiaire, qui a concentré la richesse dans les métropoles et au détriment de territoires. On a tous en tête une sous-préfecture, une ville moyenne, dont les principaux employeurs étaient des usines qui ont fermé. Et c'est pas que la faillite d'une usine, c'est pas que la fermeture d'une usine, c'est aussi un territoire entier qui, je dirais, part en vrille. D'abord, économiquement, socialement, c'est des destins humains brisés. Et puis, une interrogation qu'on a vu ressurgir de manière très violente pendant les gilets jaunes, pardon. Est-ce que mon territoire fait encore partie du récit économique de la nation? Et est-ce que finalement, il fait partie encore du récit de la nation tout court? Interrogation qui, je crois, ont fragmenté notre cohésion nationale, notre cohésion territoriale. Donc voilà pourquoi on réindustrialise. La première, je dirais, stupéfaction un petit peu qu'on a eue, au moment où on a fait cette étude, on était parti sur un objectif de 15 d'industrie à l'horizon 2035. Sur moi, c'est ainsi qu'on avait interprété l'ambition politique. Alors le 15 il sort pas de nulle part, hein. Le 15 c'est la moyenne européenne, on peut dire un peu en dessous, mais ça donne ça. Donc dire que la France reviendrait en termes industriels à la moyenne européenne, ça a du sens. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en 10 ans, ce n'était simplement pas réaliste. On ne pourrait pas, je vais reprendre, il y a plusieurs critères, mais quelque chose de simple. 15 d'industrie dans le PIB en 10 ans, c'est 200 000 emplois industriels créés nets par an. On en forme actuellement 100 à 125 000 par an. Donc, pour faire cet objectif-là, il aurait fallu doubler quasiment le nombre de formations, faire en sorte que toutes les personnes qui rentrent dans ces formations aillent vers des métiers industriels, ce qui est loin de la réalité. C'est un super programme, mais il aurait fallu, allez, 2, 3 ans au minimum, même avec un chèque en blanc pour monter ces formations, 3 ans pour former les gens dans des cursus de formation de 2 ou 3 ans. Il fallait 5 ans pour mettre en route la machine. En 10 ans, on ne pouvait pas atteindre l'objectif. Du moins, c'est ce qui nous a semblé. Donc, on l'a recalibré. C'est un exercice périlleux à recalibrer un objectif de politique publique affirmé quand on est missionné justement par le ministère qui le porte. C'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué. Et on est arrivé à la conclusion qu'en étant ambitieux mais réaliste, on pourrait faire 12 ou 13 du PIB en industriel. Et après, on a préféré le formuler différemment. Comme je dis souvent, quand on se lave le matin, on ne se demande pas trop pour combien on va contribuer en points de PIB. En revanche, on peut avoir des objectifs, des valeurs plus partagées et on a essayé de formuler ça avec une balance commerciale en biens manufacturés qui pourrait être équilibrée à l'horizon 2035. C'est quelque chose de plus simple à comprendre, qu'on achète autant qu'on vend, puis surtout qui est en lien avec cet objectif de souveraineté que j'ai énoncé. Voilà. Et puis après, il y a la démonstration qu'il y a un potentiel qu'on n'a pas utilisé. On a beaucoup misé sur les innovations de rupture, sur les nouvelles filières, mais il y a tout ce tissu industriel ancré dans nos territoires qu'on a peu ou moins accompagné depuis 10 ou 15 ans et avoir un potentiel supplémentaire, c'est véritablement un moyen de relancer notre réindustrialisation. Et pour ça, on propose allez, une demi-douzaine, d'entre 6 et 8 leviers qu'on aura l'occasion de détailler. Voilà un petit peu la trame de ce rapport livre publié à la mi-septembre. Voilà, oui, je vais vous laisser rebondir aux propos d'Olivier, mais rapidement, je voulais vous interroger sur 2 ans après votre rapport. Quels sont, selon vous, les progrès les plus notables réalisés depuis la publication et quels éléments majeurs restent surtout à mettre en œuvre pour répondre aux défis évoqués? Le premier élément positif, c'est que les Français ont pris conscience des drames que crée la désindustrialisation et de la nécessité pour faire face à ces drames. Et Olivier vient d'en évoquer quelques-uns. Il fallait réindustrialiser le pays. Le second succès, c'est la reconquête de l'attractivité de la France dans le domaine industriel. Cela est dû à la constance de la politique menée, à la fois dans le quinquennat de François Hollande et dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense que cette continuité est un facteur qui a rassuré et qui a créé une certaine confiance vis-à-vis des investisseurs, notamment des investisseurs étrangers. Le troisième élément positif, c'est l'arrêt de la désindustrialisation. On n'a pas réindustrialisé. On a arrêté de désindustrialiser. C'est-à-dire que nous étions sur une pente assez vertigineuse et là, maintenant, on est plutôt sur un faux plat. Ça ne veut, je
mets un bémol à cela. Nous étions sur un faux plat. Nous étions sur un faux plat. Et nous allons voir si nous continuons à être sur ce faux plat. Parce qu'à la fois, un certain nombre d'annonces peuvent être préoccupantes. On constate que l'industrie automobile, qui est quand même très structurante, est en difficulté, que les sous-traitants, les fournisseurs de l'automobile souffrent, et un certain nombre d'entre eux, le plus emblématique est Valeo, ferment des usines, mais Michelin également. Donc, je dis, nous étions jusqu'à il y a quelques mois sur un faux plat. Et je pense que c'était une première victoire. Alors, il reste énormément de choses à faire. La première, c'est de recréer de la confiance. Cette confiance, elle a disparu actuellement. Et pour avoir de la confiance, la première des choses, c'est la stabilité politique. Nous avons besoin de stabilité politique. L'industrie a besoin de stabilité politique. Je crois que c'est une question d'actualité aujourd'hui. Je suis assez préoccupé, au-delà des opinions politiques des uns et des autres, je suis assez préoccupé par cette impression d'absence totale de visibilité sur l'avenir. Actuellement, les chefs d'entreprise s'interrogent, faut-il investir ? Et un certain nombre d'entre eux font le choix de ne pas investir actuellement et d'attendre. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est de poursuivre ce qu'on a appelé la politique de l'offre. Alors, comme c'est un mot qui suscite débat, je dirais il faut poursuivre la politique qui a conduit à alléger un certain nombre de charges qui étaient indues sur le dos des entreprises, et en particulier les entreprises industrielles. Je crois qu'il y a un domaine où il faut poursuivre cela, ce sont les impôts de production. Il faut continuer à baisser les impôts de production au rythme rendu possible par la situation budgétaire. Je ne suis pas inconscient, je sais quelle est la situation budgétaire de la France. Et puis, il y a le moyen terme. Le moyen terme, pour moi, c'est très simple, c'est un triptyque. Premièrement, ce sont les technologies. Nous ne pouvons pas nous passer des technologies de rupture qu'il faut maîtriser et utiliser. Nous ne les maîtrisons pas actuellement, nous ne les utilisons pas suffisamment. Cela suppose un effort de recherche et développement considérable. La France est à 2,2% du produit intérieur brut en matière de recherche. L'objectif de Lisbonne, c'était 3%. L'Allemagne est hors 3,1 et vise 3,5. La Corée, pays de 50 millions d'habitants, est à 4,5%. Il ne faut pas s'étonner que ces pays soient capables de produire des technologies de rupture. Les États-Unis sont à 3,5%. Et puis, il faudra utiliser ces technologies-là, il faut les faire rentrer dans l'industrie. Je suis un peu préoccupé quand je vois, par exemple, que la 5G, qui permet le dialogue des machines, a très peu pénétré en France. Nous avons devant nous, évidemment, l'échéance de l'intelligence artificielle, qui est une révolution. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle générative, dont tout le monde nous rebat les oreilles avec ChatGPT, etc. Je parle de l'intelligence artificielle industrielle qui va transformer la manière dont on va faire de l'industrie. Il faut que ça pénètre dans l'industrie. Le deuxième élément, ce sont les compétences, parce que pour faire cela, il faut qu'il y ait les compétences nécessaires. Ça part de loin, ça part des mathématiques en primaire. Parce que s'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas d'ingénieurs et il n'y a pas de chercheurs dans les sciences dures. Donc, c'est essentiel que la France redresse la barre en mathématiques. Il y a les lycées professionnels. On ne peut pas avoir un tiers des élèves du secondaire qui est orienté dans une voie qu'ils ne choisissent pas, qui leur apparaît comme une voie qui ne leur permet pas de s'épanouir. C'est absolument essentiel que le lycée professionnel devienne la base sur laquelle on pourra constituer des techniciens de l'industrie. Et puis, il y a l'enseignement supérieur et il y a surtout la formation continue. Parce que si on veut faire pénétrer des technologies de rupture dans les industries, il faut que les personnes qui sont actuellement en place, salariées, soient formées pour les accueillir et n'en aient pas la trouille, n'en aient pas peur. Il
faut que les chefs d'entreprise soient confiants lorsqu'ils font pénétrer ces technologies au sein de leurs entreprises. Et le troisième élément, mais je pense qu'on va en parler, c'est l'électrification. Il va falloir décarboner l'industrie, et ça se fera par un passage des énergies fossiles vers l'électricité. Un enjeu absolument majeur, à la fois pour les industriels qui vont avoir financé cet énorme effort d'électrification, qui n'a pas pour eux de rentabilité. Vous ne vendez pas l'acier plus cher parce que vous le produisez par réduction directe grâce à l'hydrogène, produit avec de l'électricité décarbonée, que lorsque vous la produisez avec du coke. Donc, ce sont des éléments qui n'ont pas de rentabilité, qui vont être importants et qui ne doivent pas se faire au détriment des investissements de compétitivité et de productivité, parce que ce qu'apportent les technologies de rupture, c'est la productivité. Le troisième, ça c'est tout à fait essentiel, on va y revenir. Mais il y a un autre volet. Il va falloir que cette électricité soit à un prix qui soit compétitif pour les industriels. Juste un chiffre, l'électricité en Europe coûte plus de 2 fois plus cher qu'aux États-Unis et en Chine. Donc, ça a toujours été le cas. L'électricité a toujours été plus chère en Europe qu'aux États-Unis, mais pas dans cette proportion. Et je pense que là, il y a un enjeu tout à fait fondamental, mais je suis sûr qu'on y reviendra. Et Louis, comment justement vous analysez l'évolution de ce prix de l'électricité et du gaz en Europe? Le prix du gaz, c'est très simple. Quand vous achetez du gaz liquéfié aux États-Unis, c'est du gaz, il faut le liquéfier, il faut le transporter et il faut le gazéifier. Ensuite, il faut le mettre dans les gazoducs. Ces opérations font que structurellement, techniquement, le gaz en Europe sera toujours au moins 2 à 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Ça, c'est un premier élément. Quant à l'électricité, on va, je pense, y revenir. Il va falloir faire en sorte qu'elle soit compétitive. Et ça pose la question du fonctionnement du marché de l'électricité. Est-ce que ce marché fonctionne bien? Est-ce qu'il assure un optimum? Je pense que la réponse est non. Donc, il reviendra. Et deuxième, mais ça ne règle pas tout le problème. Parce qu'il va falloir voir quels sont les coûts de production de notre électricité. Et le grand enjeu pour moi, c'est quel va être le coût de production de l'énergie nucléaire dans les nouveaux réacteurs. Ça va être un enjeu absolument décisif. Ça dépend de beaucoup de choses. Je préférerais qu'on évoque cela dans un deuxième temps, mais je crois que ça va être un enjeu tout à fait décisif si on veut véritablement que l'électrification soit au bénéfice de la réindustrialisation. Je rebondis sur ce que vient de dire Louis Gallois. Olivier Léonti, dans votre ouvrage, vous incitez sur la nécessité de sortir d'une logique de marché pour l'électricité destinée notamment aux industries. Quelles mesures spécifiques vous préconisez justement pour répondre à cette priorité? Alors, avant de répondre, je vais compléter parce que je pense que c'est intéressant pour vos auditeurs, la liste des leviers qu'on a. Louis Gallois en a présenté certains, je vais juste la compléter un petit peu. Aujourd'hui, on est l'un des pays les moins denses d'Europe, mais on s'est autocontraint et on a une absence de foncier industriel. Ça ne coûte pas d'argent, c'est de la réglementation. On a un vrai sujet d'image de l'industrie. 50% des jeunes qui sont formés au métier industriel ne les rejoignent pas. Ce n'est pas une question de salaire, c'est beaucoup moins une question de conditions de travail que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. On a un véritable travail à faire sur l'image de ces métiers et ça coûte pas forcément très cher. Il y a le Made in France aussi, la commande publique qui est un véritable levier qu'on n'utilise pas assez. Ça, c'était juste pour ouvrir un peu faire cette liste avant de se concentrer sur l'énergie et de ne plus mentionner ces leviers qui sont à notre disposition et dont beaucoup ne sont pas des leviers budgétaires. C'est ça qui est important aussi. On sait qu'on a une tension budgétaire, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans mobiliser ou en mobilisant vraiment marginalement du budget public et qui sont devant nous. Alors, sur l'énergie, je partage l'analyse qui a été présentée par Louis Gallois. Aujourd'hui, on a décidé de faire un marché européen de l'électricité. Il est très utile pour faire les équilibres offre-demande, je dirais, en instantané. Mais quand même, il nous amène à pas mal d'interrogations. Je vais en citer 3. Le premier, c'est on a vu quand il y a des crises d'offres récemment avec la question de moins de vent et moins de soleil en Allemagne, mais aussi avant avec la crise qu'on a eue sur la production nucléaire en France. C'est un marché
qui crée des primes de risque qui sont largement supérieures au risque économique. Il y a une très belle étude qui a été faite par RTE sur le sujet. C'est un marché avec une demande captive et donc il est spéculatif, ce qui pose une première question. Deuxième point, aujourd'hui, on introduit de plus en plus d'énergie renouvelable et on est à peu près à 400 heures par an de prix négatifs sur le marché de l'électricité en France. Ça va en croissant. Et ce qui pose une deuxième question, est-ce qu'il est légitime de vendre à perte? Et puis, un troisième indicateur de difficulté de ce marché qu'on connaît bien, c'est que ces mouvements de prix montants et descendants n'ont pas donné les signaux long terme permettant des investissements majeurs dans ce secteur, sauf des investissements qui ont été soutenus par la puissance publique. C'est le cas des ENR. Et ça m'amène une réflexion qu'il faudrait qu'on ait de manière saine, pas biaisée. C'est est-ce que le marché est réellement le bon moyen de répartir ce bien essentiel? Alors, pour une partie, il l'est, parce qu'il faut quand même faire l'équilibre offre-demande. L'électricité, ça ne se stocke pas bien. Mais pour beaucoup d'autres choses, il me semble que le marché n'est pas nécessairement le meilleur moyen de le faire. Et l'une des propositions que j'ai faites, c'est de sortir une partie de notre production électronucléaire de la logique de marché. Et j'ai même été jusqu'à dire qu'il fallait un prix régulé. Alors, je sais que c'est directement en opposition avec la tendance globale européenne qui voudrait faire du marché de l'énergie, je dirais, un totem de notre unification ou de notre trajectoire économique commune. Mais ça permet de poser un petit peu le débat sur est-ce que c'est le bon moyen de répartir ce bien, encore une fois, essentiel et qui se stocke pas facilement. Et puis deux, qu'est-ce qu'on veut faire de ce bien essentiel pour notre économie en termes de prix? Est-ce que de l'électricité nucléaire qui n'utilise pas de gaz et n'émet pas de CO2, son prix doit être indexé sur une production européenne qui, majoritairement dans le temps, se fait à base de gaz avec un quota de CO2 au-dessus? Comment on va répartir cette richesse? On sait qu'on est en France dans une situation économique très difficile, budgétairement, politiquement. Le nucléaire historique est sans doute l'un des derniers, voire le seul avantage compétitif que nous pouvons avoir pour relancer notre économie au sein de l'Europe. Jusqu'où plutôt, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-on légitime de l'utiliser? Dans quel cadre de discussion on va avoir avec nos partenaires, mais qui sont aussi nos concurrents européens? Et la proposition de dire sortons une partie de l'électricité nucléaire pour la réguler et la mettre à disposition à un prix compétitif de notre industrie, c'est en fait un appel du pied très fort pour en faire un débat politique, avec une action politique de la France à l'égard de ses partenaires européens, en disant notre situation aujourd'hui nous demande de faire des efforts, certes, mais nous avons besoin aussi d'utiliser nos atouts et de pas de se retrouver contraints dans un marché qui nous est préjudiciable par rapport au choix de mix énergétique que nous avons fait. Il y a besoin à la fois de ce débat collectif, mais surtout de cette action politique qui est essentielle. Nous ne pouvons pas rester uniquement dans des cadres de discussion techniques, économiques, réglementaires. Ce sont des choix de politique économique, ce sont des choix politiques tout court, à mon avis, et c'est ça que cette proposition veut inciter à faire. Je fais un focus, Olivier, sur le rapport d'Armagnac qu'en plus on a évoqué ensemble, sur les mécanismes qui pourraient justement aider de baisser un prix de l'électricité, le rendre plus compétitif, et avoir votre avis justement pour les... Le rapport d'Armagnac qui n'est toujours pas sorti. Oui, dont en plus la phase 2 n'est toujours pas sortie. Non, même la première phase n'est pas officiellement publiée. Non, même la première phase n'est pas publiée. Oui, on rejoint une autre problématique, ça, Olivier. Oui, alors mais justement, c'est assez... Enfin, pour moi, donc ce rapport, en fait, fait l'inventaire des solutions qui sont plus ou moins compatibles avec le marché de l'électricité européen. Les électro-intensifs et hyper électro-intensifs, notamment la chimie ou comme l'aluminium, c'est-à-dire des entreprises qui ont beaucoup de difficultés sur un prix qui dépasse les 30-35 euros le mégawattheure. Voilà. Enfin, dollars plutôt, pardon. Et par rapport à ça, alors, c'est un inventaire des solutions qui sont plus ou moins compatibles avec le marché tel qu'il existe. Alors, ça s'appelle des solutions Excelsium qui ont été mises en œuvre il y a au moins une dizaine d'années, des Contract for Difference qui ont été étendus mais qui ont été créés pour le financement d'Hinkley Point. Enfin, il y a quelques solutions qui sont moins radicales que celles que je préconise de sortir une enveloppe pour la mettre à disposition d'une certaine catégorie de consommateurs à un prix régulé et un peu plus compatibles avec le droit européen. Et encore une fois, ces solutions-là, je ne suis pas suffisamment spécialiste ou je ne prétends pas savoir quel est l'optimum, mais au moins que nous ayons cette information à disposition. J'ai un peu de mal à comprendre que ce rapport n'ait pas été publié, n'ait pas été partagé pour qu'il y ait un débat éclairé de chacun d'entre nous sur le sujet, qu'on puisse se faire une opinion.
et que derrière ce débat-là, nous puissions avoir une politique énergétique et une politique sur la commercialisation de l'électricité nucléaire en France qui fasse l'objet du plus large consensus. C'est à mon avis l'un des rares sujets sur lequel, dans le Parlement hyper fragmenté que nous avons, dans la situation politique que nous connaissons, où on est capable de réunir quasiment tous les bords. C'est quand même dommage de se priver ça. Il y a un débat qui n'a pas lieu à cause d'une information qui n'est pas partagée, et puis un sujet politique qui a été confisqué par quelques personnes au lieu d'être un sujet, encore une fois, de débat public, de consensus politique recherché le plus large possible, et puis d'action politique au niveau européen. Je trouve ça quand même assez triste aujourd'hui sur un sujet aussi essentiel qui est encore une fois l'un des derniers avantages compétitifs que nous avons en France pour reconstruire une industrie en Europe, dans le cadre européen. Je vous laisse réagir, oui, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Moi, je pense que il faut pas se concentrer. Je suis très sensible aux électro-intensifs qui actuellement n'arrivent pas à négocier avec EDF. Il faut parler clair. Oui. Et c'est en dehors du marché. Actuellement, EDF propose des prix autour de 70 € le mégawattheure, qui sont dissuasifs pour ceux qui, comme Saint-Gobain, peuvent transformer un flot de glace du gaz à l'électricité. Même avec le prix du gaz tel que nous le connaissons, ça ne passe pas. Donc il va falloir voir comment on peut aller plus bas. Mais ça ne concerne pas que les électro-intensifs. Moi, j'ai été très frappé. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un industriel du textile dans les Vosges. Et il me disait que le prix de l'électricité était pour lui un élément tout à fait essentiel. Je n'étais pas conscient que pour le textile, ce métier à tisser fonctionne à l'électricité. Pour le textile, pour cet industriel, le prix de l'électricité était essentiel. Donc nous avons un élément. Moi, je considère que l'électricité est un produit trop essentiel pour le laisser au marché. C'est une vue un peu brutale, mais j'en suis absolument persuadé. Et que ce prix, Olivier a parlé de régulation, devra être d'une certaine manière régulé. Et je pense qu'il faut évidemment tenir compte de la situation d'EDF, des programmes massifs qu'EDF va devoir financer. Il va falloir tenir compte du fait que les ménages veulent payer l'électricité à un prix convenable. Mais si on veut réindustrialiser, il va falloir que le prix de l'électricité soit, comme disait à nouveau Olivier, un atout pour l'industrie française et pas une charge, un atout. Et je crois que c'est vraiment une question politique majeure. Est-ce que ce sont les ménages qui bénéficient de l'électricité bon marché? Est-ce que c'est l'industrie? L'Allemagne a fait le choix. C'est l'industrie qui bénéficie de l'électricité la moins chère. Et ils font supporter ça aux ménages. Il y a aussi un élément, c'est que cette électricité elle fait l'objet d'une fiscalité. Quel est le niveau de cette fiscalité? Je crois que tous ces éléments, il faut qu'ils soient dans le débat public pour qu'on sache exactement, que les industriels sachent exactement à quel niveau ils vont avoir à payer leur électricité. C'est la décarbonation qui est en cause, c'est la réindustrialisation qui est en cause. Les deux sont en cause. Et je pense que c'est une question absolument centrale. Je reviens, je fais un petit détail là-dessus. Maintenant, la question, ça serait, pour ces capacités, on va avoir besoin, notamment pour réindustrialiser, on va avoir besoin d'un nouveau parc nucléaire. Donc, on parle souvent du nouveau nucléaire, dont la problématique du financement à l'heure actuelle n'est toujours pas réglée, un an après l'accord entre l'État et EDF. Et donc, la question, Louis Gallois, le financement du nouveau nucléaire, c'est un enjeu majeur. Mais pensez-vous que les modèles partenariat public-privé, des joint ventures, comment on pourrait organiser le de-risking, justement, afin de répondre aux défis de ce partage de risques? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux opérateurs privés ne souhaitent pas prendre ce risque. Il y a deux questions. Il y a la première question qui nous évoquait, celle du financement. Et la seconde question, c'est le coût de production de l'électricité. Les deux doivent être traités. Sur le financement, il est évident qu'il va falloir faire appel à l'épargne des Français, sous une forme... Ça rajoute la problématique du coût du capital. Oui, bien sûr, j'y reviendrai. Mais il est essentiel, il va falloir faire appel à l'épargne des Français.
Le gouvernement, M. Barnier, a proposé un plan d'épargne, un plan d'épargne industrie. Moi, je propose un plan d'épargne électricité pour attirer l'épargne des Français vers le financement de l'électricité, de la production d'électricité, un peu analogue au livret de caisse d'épargne. Un livret d'épargne électricité qui bénéficie d'une manière indirecte de la garantie de l'État à travers la Caisse des dépôts. Ceci a été autorisé par Bruxelles pour le logement, puisque le livret d'épargne finance essentiellement le logement social. Il faudrait qu'il soit autorisé pour financer la production, les investissements dans le domaine électrique. L'État devra intervenir. Il devra intervenir dans des conditions qui respectent les règles bruxelloises. Ou alors, il va falloir aller négocier à Bruxelles. Et moi, je ne voudrais pas qu'on négocie sur le dos d'EDF. Par exemple, en lui disant, mais vous allez abandonner votre accès, votre contrôle de l'hydraulique, de l'électricité d'origine hydraulique. Ce qui est tout à fait essentiel pour EDF, qui a besoin de cela pour l'ensemble de ses équilibres. Donc, il va falloir aller négocier sur comment l'État, la contribution de l'État. Va-t-elle se faire sous forme de garantie? Va-t-elle se faire sous forme de prêt? Va-t-elle se faire sous forme de subvention? Et puis, le troisième élément, c'est EDF lui-même. EDF lui-même, quel type de financement il est capable de réunir autour de lui? Je pense qu'il va falloir regarder ces différents éléments. Ça, c'est le financement. C'est très compliqué. Normalement, il y a un plan de financement qui doit être rendu public d'ici la fin de l'année. Je pense que ce sera plutôt au début de l'année prochaine. Le deuxième élément, c'est les coûts de production. Actuellement, on bénéficie d'un parc nucléaire amorti, qui permet des coûts un prix de l'électricité, qui devrait permettre un prix de l'électricité acceptable par l'industrie et compétitif. Je note d'ailleurs que l'électricité est quand même moins chère en France qu'en Allemagne. Mais la question qui va se poser, c'est le coût de production nouveau nucléaire. Là, il y a un nombre d'éléments infinis qui interviennent. Est-ce que EDF peut discuter avec l'ASN, non pas d'un abaissement du niveau de sûreté, mais de la manière d'atteindre le niveau de sûreté? Est-ce que EDF peut avoir une marge de manœuvre dans la manière d'atteindre le niveau de sûreté? Et est-ce qu'une discussion entre l'ASN et EDF est possible là-dessus, pour permettre que nous ne nous retrouvions pas dans les difficultés que nous avons connues à Flamanville, qui ne résultent pas uniquement des questions de sûreté, mais qui sont partiellement liées aux questions de sûreté. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que EDF doit se mettre en ordre de bataille pour mener ce programme. Moi, qui suis un vieux, j'ai connu l'époque où il y avait un leader qui s'appelait M. Hugues, qui était une sorte de dictateur chez EDF, et qui a mené ce programme de main de maître. Il faut trouver quelques hommes de ce type-là, et puis mettre à leur disposition les structures nécessaires. Je n'ai pas besoin de donner à EDF, et en plus, je ne sais pas très bien comment EDF se grée, mais je crois que c'est une question tout à fait essentielle pour que nous puissions bénéficier de l'effet de série qui va se créer. Le troisième élément, c'est le coût du financement. On sait que pour des investissements type construction d'un réacteur, le coût de financement, c'est 35-40% du coût total du programme. C'est énorme. Et comment
pourra-t-on peser sur ce coût de financement? Comment pourra-t-on mettre à la disposition d'EDF des moyens de financement qui soient à un coût abordable sans encourir, encore une fois, le coût de Bruxelles? Je pense que là aussi, il y a une négociation qui va être difficile avec Bruxelles, mais qui est absolument nécessaire. Que ça soit la garantie de l'État, par exemple, sur les emprunts, qui permettrait de ramener les coûts d'emprunt d'EDF à ceux, au niveau de ceux de l'État, que ce soit bonification d'intérêt. Il y a différentes formules qui peuvent être regardées, sachant que, encore une fois, nous aurons une discussion qui ne sera pas simple avec Bruxelles, qu'il va falloir mener. Je crois que ce sont des éléments qui sont tout à fait essentiels. Il faut que la chaîne de fournisseurs qui participent à la construction des réacteurs soit mise au carré pour que ça coûte le moins cher possible. Il va falloir en particulier, je pense que c'est un des leviers, réduire la durée de construction des centrales nucléaires. Moi, j'ai vu ça dans le domaine des avions. Quand on réduit la durée de développement d'un programme de lancement de nouvel avion, on réduit à pratiquement proportionnellement le coût de développement. Et quelle était la variable d'ajustement, Louis? C'était une question de règlement, c'était une question réglementaire? Non, ce n'était pas une question réglementaire, c'est une question d'organisation, c'est une question de mobilisation des équipes. Et je crois qu'il est tout à fait essentiel de réduire cette durée. Les Chinois ont réussi à le faire sur les EPR, de manière tout à fait spectaculaire. Et je pense qu'il faut regarder, peut-être qu'il faut faire du rétro-engineering, c'est-à-dire demander aux Chinois comment ils ont réussi à réduire la durée de construction, mais c'est ça qui produira des économies. Encore une fois, je suis un peu gêné de dire ça parce que je ne veux pas me mettre en situation de donneur de leçons à EDF. EDF a une grande tradition de construction de très grands programmes. Chaque grand programme a ses spécificités. Les réacteurs nucléaires, moi je ne suis pas du tout spécialiste des réacteurs nucléaires, mais je crois connaître certains des leviers qui sont importants. Je crois qu'il faudra utiliser tous les leviers pour que nous sortions un prix de l'électricité qui soit compétitif. Actuellement, on parle d'un prix de l'électricité fondé sur des coûts de production à 80, 90, 100 euros le mégawattheure. Il faut voir si on peut ramener ça à des niveaux plus supportables par l'industrie. Olivier, je vous laisse réagir sur les propos de Louis Gallois. Et donc, dans ce cadre du nouveau nucléaire, moi, je rajoute une autre précision qui va être comment on peut surmonter justement les défis dans le cadre justement auquel on peut faire face avec la réglementation européenne, qui pourrait être aujourd'hui plus contraignante qu'avant pour certains grands chantiers. Louis Gallois a abordé beaucoup de sujets sur le nucléaire. Moi, je voudrais juste partager quelques éléments peut-être d'expérience. Je me souviens avoir eu, quand j'étais à l'Élysée, une discussion avec le directeur du nucléaire de Siemens et on lui avait à l'époque demandé assez directement, on était dans un petit cercle et il y a maintenant prescription, mais pourquoi est-ce que vous êtes sorti du nucléaire? Alors, il y a naturellement la décision politique d'Angela Merkel, et elle s'est reprononcée, je crois récemment encore, sur le sujet pour confirmer une conviction propre. Puis il y avait une deuxième raison économique que j'aimerais juste souligner en disant, écoutez, moi je suis dans une entreprise privée, si je dois aller voir mon comité d'investissement, mon conseil d'administration pour dire je vais commencer des dépenses maintenant sur un programme où le démantèlement va avoir lieu dans un siècle, avec un aléa énorme en un siècle, on a le temps d'en faire des lois sur le démantèlement et sur les exigences, c'est pas finançable par le privé. Je ne peux pas, à aucun moment, une entreprise privée pourra mettre en face d'un tel programme qui est sur une durée de vie de 100 ans avec un aléa à la fin d'une telle nature politique et on peut bien comprendre qui chez toi, je ne pourrais jamais réussir à le faire financer. Donc non seulement c'était un choix politique, mais aussi dans le monde du financement de l'entreprise privée, penser aujourd'hui du nucléaire financé par le privé en tous les cas en Europe,
ça lui semblait inimaginable. Et d'où le point qu'évoque Louis Gallois, c'est-à-dire aujourd'hui pour ce nouveau parc, il n'y a pas d'autre choix que de l'adosser à la puissance publique, à l'État. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez clair. D'une manière ou d'une autre, il faudra trouver les bonnes modalités. Et d'ailleurs, on a certes le parc électronucléaire à remplacer, mais on a aussi un sacré défi sur les réseaux d'électricité, que ce soit de transport ou de distribution, qui vont nécessiter des montants à peu près du même ordre de grandeur. À chaque fois, on est autour de plusieurs dizaines de milliards d'euros, voire 100 milliards d'euros. Et donc, on a un véritable sujet de réinvestissement dans notre outil productif d'électricité décarbonée et de sa mise à disposition des industriels comme des consommateurs qui va se poser devant nous. Encore une fois, et là, je souscris à ce qu'a dit Louis Gallois, si on fait payer ça, ce nouveau nucléaire par l'ancien nucléaire, on n'aura pas l'électricité à un prix compétitif qui nous permettra de nous repositionner en Europe par rapport à notre industrie et dans notre trajectoire de décarbonation. Donc, il faudra trouver autre chose. Des outils de mobilisation de l'épargne des ménages, moi, me semble également, je dirais, des pistes très intéressantes. Et j'étais à chaque fois très triste quand j'ai appris qu'elles avaient été étudiées et puis écartées. Je pense il faudra, je ne vois pas d'autre solution que de les remettre sur l'ouvrage. Le deuxième point, c'est quand même, il faut qu'on se pose une question sur la compétitivité de nos futures centrales nucléaires. Alors, encore une fois, les chiffres qui circulent mériteraient d'être affinés, d'être confirmés. C'est l'objet d'un débat public que je regrette qu'on n'ait pas eu complètement en France, mais la République tchèque vient faire le choix d'un réacteur nucléaire sud-coréen, dont, moi, les informations que j'ai, est qu'il va permettre de sortir un mégawattheure à 90 € le mégawattheure en moyenne. C'est déjà très élevé par rapport à l'ancien nucléaire, mais de manière stable sur 30 ans. Les chiffres que j'entends par rapport à nos EPR, encore une fois, ça dépend du mode de financement. Un taux d'intérêt élevé fait augmenter rapidement le prix, mais on est entre 100, 120, voire 140 € le mégawattheure. Donc, on a quand même un questionnement. Quel est le bon design? Est-ce qu'on est bien sûr de nos choix? Comment fonctionne notre relation avec l'autorité de sécurité nucléaire? Mais je pense qu'on n'est pas allé au bout de ce chantier-là et qui reste devant nous, alors que les enjeux sont déjà très, très avancés. Et puis, sur le point de l'Europe, on sent fortement une crispation en Europe de manière globale et sur le nucléaire plus particulièrement. Encore une fois, c'était un des objets de l'échange qu'on a eu avec Louis Gallois en préparation de cette émission. Mais il y a quelques jours, sous présidence hongroise, les Autrichiens et les Allemands ont refusé un texte de conclusion parce qu'ils n'excluaient pas explicitement le financement des centrales nucléaires des financements européens. Ils ne le prévoyaient pas non plus. Il était neutre. Donc, on va vers une tension très forte au niveau de la Commission européenne sur ses politiques énergétiques. C'est un point sur lequel je pense qu'il va falloir changer de braquet. On a l'habitude d'être un peu les bons élèves vis-à-vis de la Commission européenne. Alors, la position de faiblesse dans laquelle on est aujourd'hui avec le budget ne nous facilite pas la tâche. Mais si on met ce type de processus-là à l'intérieur de la comitologie, ça sortira trop tard et ça sortira, on ne sait pas comment. Et là-dessus, il y avait une action qui avait été faite par Agnès Pannier-Runacher de faire une alliance nucléaire et d'en faire un sujet politique au niveau de l'Union européenne. Encore une fois, les instances européennes sont des instances administratives, avec leur processus, avec leur comitologie, mais aussi un corps politique dans lequel on doit porter des rapports de force. Et je ne vois pas comment, sur ce sujet-là, on va pouvoir arriver à, je dirais, trouver des solutions sans monter ces rapports de force. Alors, dans un moment où l'Europe est affaiblie, on voit bien l'offensive chinoise, on voit bien aussi le risque de la personnalité de Donald Trump, même si, encore une fois, la politique économique des États-Unis ne va pas fondamentalement changer, mais la manière de la mettre en œuvre risque d'être assez percutante pour les Européens. Se battre entre Européens sur le sujet, c'est toujours un peu gênant. Mais encore une fois, je ne vois pas comment on va pouvoir éviter d'avoir un véritable rapport de force sur le nucléaire en Europe qu'il faudra assumer. Et pour la France, c'est quand même un des sujets sur lequel il y a peut-être pas un consensus, mais en tous les cas, une très large majorité d'un Parlement fragmenté qui peut soutenir une telle action. Je pense que par rapport aux règles européennes de concurrence, de financement et autres, on n'aura pas d'autre choix que d'en passer par là. Messieurs, petite question rapidement. Nous avons une nouvelle Commission européenne. Quelles améliorations vous demanderiez auprès de cette nouvelle Commission pour stimuler la réindustrialisation? Et surtout,
Vous êtes tous les deux depuis longtemps dans l'industrie. Quel regard portez-vous sur le rapport Draghi? Moi, j'ai signé une pétition qui visait à contester le choix des commissaires. Ce que je trouve assez extraordinaire que le commissaire à l'énergie et la vice-présidente qui chapeaute l'énergie, c'est tous les deux exprimer des opinions assez violemment antinucléaires. Alors, au cours de leur audition, ils ont mis de l'eau dans leur vin, notamment sur les SMR. Mais je ne les ai pas entendus parler des EPR. Notamment donc, je crois qu'il y a une véritable question. Le rapport Draghi peut nous aider dans ce domaine, parce que le rapport Draghi fait le choix du nucléaire de manière assez claire. Il dit on ne pourra pas faire autrement qu'avec du nucléaire. Il n'exclut pas des énergies dites renouvelables ou intermittentes, mais il a clairement indiqué le poids que devrait occuper le nucléaire dans le mix de production d'électricité européen, pas uniquement français, européen. Et je crois que ça peut être une aide. Mais je rejoins ce que Olivier Loisy dit. C'est une question de rapport de force. Et je trouve que Agnès Pannier-Runacher avait contribué à créer ce rapport de force en réunissant 12 États. Et la conversion de l'Italie actuellement est un phénomène très intéressant. L'Italie, c'est la 3e puissance économique européenne, c'est la 2e puissance industrielle, elle est devant la France en matière de puissance industrielle, donc elle pèse lourd, et on voit bien quand même que sur le texte qui a été, qui n'a pas pu être voté la semaine dernière, qui n'excluait pas le financement du nucléaire, seules l'Allemagne et l'Autriche se sont exprimés négativement, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus capacité à mobiliser une majorité d'États sur ces questions. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. L'état du gouvernement allemand ne permettait pas à l'Allemagne de changer de pied. Mais j'espère bien que la prochaine coalition sera plus malléable, notamment parce que s'expriment en Allemagne des voix comme celle du BDI, c'est-à-dire le MEDEF allemand, a-t-on fait le bon choix en arrêtant le nucléaire, ce qui a valu l'intervention de Mme Merkel, qui est sortie de son silence, c'est rarissime, pour dire qu'il ne fallait surtout pas revenir au nucléaire, ce qui prouve bien qu'elle craignait que cela soit possible. Je pense que là, il y a un signe qui n'est pas inintéressant pour nous, mais effectivement, c'est une question politique, c'est un rapport de force qu'il faut créer à Bruxelles, et j'espère que le prochain gouvernement français, dont je ne connais pas la nature, sera-ce M. Barnier ou un autre, sera en mesure de créer ce rapport de force en dépit des difficultés budgétaires qui sont les nôtres. Oui, rapport Draghi, très intéressant. Je voudrais mentionner quelques points, enfin je vais ressortir 2-3 points. Le premier point, c'est qu'on a tendance en France à lier le rapport Draghi à la réindustrialisation de l'Europe. Moi, je voudrais rappeler que jusqu'à récemment, l'Europe est et reste une puissance industrielle avec une balance commerciale en biens manufacturés positive. Alors, elle a plein de défis, notamment l'industrie allemande sur la chimie et l'automobile, mais la question de la réindustrialisation est très spécifique à quelques pays, dont la France. Ça, c'est un premier point. Et donc, ce que traite le rapport Draghi, c'est l'évolution et le maintien de cette puissance industrielle dans un monde de défis technologiques, dans un monde d'ambition environnementale, dans un monde qui est percuté par des politiques commerciales qui ne sont plus du tout celles qui ont fait l'apogée des années 90 et de l'OMC. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon rapport Draghi, moi, je voudrais souligner la partie politique commerciale. Je crois que la crise, la guerre en Ukraine, nous a fait basculer complètement. On avait un gaz pas cher auparavant, qu'on achetait à la Russie, 20 € le mégawattheure à peu près,
Et le gaz que nous importons aujourd'hui liquéfié est structurellement le double à peu près, on va dire 40 € le mégawattheure. Donc, on a fait un choix. On a fait un choix en fonction de nos valeurs et de manière d'ailleurs pas simple, hein, parce qu'on ne veut pas acheter du gaz à la Russie qui n'a pas respecté la souveraineté des États, mais on décide d'acheter un gaz qui en partie est issu du gaz de schiste qu'on s'est interdit en Europe au nom de valeurs environnementales. Mais ça, c'est un point, je crois, qui nous a fait basculer complètement dans une autre dimension sur la compétitivité. Oui, l'Europe doit être plus compétitive, c'est certain. On a plein de progrès à faire. Mais il y a un plancher à cette compétitivité. Nous ne pourrons pas être aussi compétitifs que les États-Unis sur quelques industries, mais beaucoup d'industries qui payent leur énergie entre 6 et 10, leur gaz, hein, gaz fossile, entre 6 et 10 fois moins cher qu'en Europe, ou que par rapport à la Chine qui paye sa main-d'œuvre 5 fois moins cher qu'en Europe, en moyenne, encore une fois, on ne pourra pas être compétitif si à un moment donné, on ne va pas buter sur nos valeurs. Et la question qui va se poser, qui est celle qui est devant nous, qui se pose à tous les Européens, c'est est-ce qu'on attaque notre modèle social, nos ambitions environnementales, voire notre commerce éthique, où on se refuse des achats de produits pas chers parce qu'ils sont produits dans des pays qui nous posent des questions de valeur? Est-ce qu'on attaque nos valeurs ou bien est-ce qu'on va faire une politique commerciale qui va être protectrice? Et ça, c'est vraiment un choix qui est devant nous, qui commence à s'installer dans le débat européen. Et une des questions que l'on peut avoir, c'est serons-nous capables, non pas de décider, parce qu'à la fin, je suis à peu près convaincu qu'on sera aligné, mais est-ce qu'on ne va pas décider trop tard et qu'à ce moment-là, cette puissance industrielle européenne, qui encore une fois était manifeste, qui était clairement présente sur la scène internationale jusqu'à très récemment, elle commencera ou pas à s'affaiblir ou à trop s'affaiblir. Il y a une question de vitesse. Et puis, en creux, il y a un point que ne mentionne pas le rapport Draghi, mais c'est normal pour l'Europe qui avait encore jusqu'à très récemment une puissance industrielle réelle dans le monde, c'est la situation particulière de la France. C'est bien de faire de l'investissement dans les technologies. Nous devons, comme le reste de l'Europe, décarboner. Nous devons nous protéger commercialement comme le reste de l'Europe. Et en France, nous avons un défi supplémentaire qui est celui de reconstruire un tissu industriel, de le densifier. Encore une fois, c'est une spécificité, c'est une singularité française. C'est normal qu'elle ne soit pas dans le rapport Draghi, mais il est indispensable qu'on ait ce pied supplémentaire dans nos politiques nationales, domestiques par rapport à l'industrie. Oui, oui, encore déjà par rapport Oui, rapidement. En complément de ce que vient de dire Olivier, le rapport Draghi insiste sur un certain nombre d'éléments. Mais ce qui me paraît absolument décisif, c'est qu'il montre que sur le plan des technologies de rupture, notamment numériques, l'Europe est en train de perdre pied en recherche et en utilisation de cette technologie. Là, c'est toute l'Europe. La productivité évolue moins vite en Europe qu'aux États-Unis et en Chine, parce que les États-Unis et la Chine mettent plus dans leur processus de production les technologies numériques de rupture, c'est-à-dire la 5G et l'intelligence artificielle. Et je pense que là, il y a un point absolument central. Je vous rappelle que M. Draghi, dans son diagnostic, dit si nous ne changeons pas sur ce point, nous allons vers une lente agonie. L'expression est de lui. Je pense que c'est un sujet. Le second élément qui m'a intéressé dans le rapport Draghi, c'est la question comment peut-on financer à la fois la décarbonation et la compétitivité, sachant que la décarbonation est financée par les industriels, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans rentabilité. Et je trouve qu'il apporte des solutions qu'on peut discuter. Un grand emprunt de 800 milliards, moi je pense que c'est sur le plan symbolique très important, mais il faut bien voir que c'est de l'emprunt. Il faudra le rembourser. Et que les États qui bénéficieront de cette manne devront eux-mêmes le rembourser leur part. Donc ce n'est pas la solution, la panacée universelle. Mais il évoque un certain nombre d'éléments, comment orienter l'épargne vers l'industrie, tout cela me paraît utile et alimente le débat, mais je pense qu'il a mis l'accent sur un point tout à fait essentiel. Nous ne pourrons pas financer la décarbonation
et la compétitivité sans que les États s'en mêlent. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que l'on regarde ce qu'ont fait les Américains avec l'Inflation Reduction Act, l'IRA, c'est-à-dire des crédits d'impôt massifs pour aider les entreprises à se décarboner. Parfait, merci beaucoup. Nous faisons plus le lien avec la première question rapidement de la boîte à questions qui est est-ce que les droits de douane qui vont augmenter sensiblement aux États-Unis avec l'arrivée de M. Trump et dans d'autres pays vont sans doute favoriser la relocation d'activités industrielles et donc la nôtre en France et en Europe? Je pense que le premier effet de ces droits de douane, ça va être de relocaliser une partie de l'industrie aux États-Unis. Ouais. D'autant plus qu'ils vont être attirés par le prix de l'énergie qui est très bas et par les programmes d'aide type IRA qui sont attractifs. Donc, si vous y ajoutez les droits de douane, ça me conduit à investir aux États-Unis et je pense que c'est l'objet de la politique aussi bien de Biden que de Trump. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Alors, la question est de savoir si l'Europe va être le champ de bataille de la compétition entre les Chinois et les Américains, c'est-à-dire le terrain de jeu de ces deux continents, ou aussi l'Europe est capable de s'organiser sur le plan, je dirais, de sa protection et du développement de son industrie de telle manière qu'elle soit un des acteurs à égalité avec la Chine et les États-Unis. Et je pense qu'il y a un virage qui est actuellement en train de se prendre. L'Europe ne peut pas aller vers un protectionnisme tous azimuts parce que c'est un continent exportateur et d'autre part, elle supporterait très mal les rétorsions. Nous sommes les rétorsions que les pays adverses, et la Chine pour parler clair, et peut-être les États-Unis, seraient amenés à prendre. On voit bien lorsque des mesures de protection sont prises sur tel ou tel sujet, c'est le cognac français qui paye. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. Mais sur un certain nombre de sujets, je ne vois pas comment on pourra se passer de protection. Je prends un seul exemple, qui n'est pas un petit exemple. C'est les batteries automobiles. Si nous ne mettons pas un certain nombre de barrières à l'importation de batteries chinoises, qui vont arriver à 30% moins chères que les batteries européennes et dans des conditions de qualité assez remarquables, l'industrie européenne n'aura même pas le temps de se mettre à niveau. Il faut au moins que pendant la période d'apprentissage, l'industrie européenne ne soit pas soumise à une concurrence débridée. Donc il va bien falloir des protections, mais il va falloir les sélectionner. Par exemple, je ne suis pas pour la protection des panneaux solaires. C'est fini, les panneaux solaires en Europe, pour moi. Assez largement fini. L'avance des Chinois est telle que dès lors qu'on a besoin de panneaux solaires, c'est un autre débat. Mais il s'agit de savoir si on se protège sur les panneaux solaires. À mon avis, ce n'est pas l'ordre du jour. Je dirais presque la même chose sur les éoliennes. Se protéger sur les éoliennes, les éoliennes chinoises actuellement sont 30% moins chères que les éoliennes européennes. Je crois que ça va être très, très difficile de tenir cette concurrence. Mais sur un sujet aussi essentiel que les batteries, là, je pense qu'il faut que nous soyons capables de nous protéger pendant la période d'apprentissage. Merci beaucoup, Louis-Éloge. Je fais rapidement le lien avec la dernière partie de ce webinaire qui est consacrée à vos questions. Vous nous avez posé énormément. Je suis en train depuis tout à l'heure de faire un petit tri. Première question pour vous, messieurs. Oui. Ça va être, on va vous libérer en 5 petites minutes, Louis. 3. Et pourrait continuer. On va faire très très vite. Pour avoir un coût d'électricité compétitif, ne faudrait-il pas mettre fin à l'obligation d'achat des énergies renouvelables? Messieurs, qu'en pensez-vous? Évidemment. Bah voilà. Olivier. Oui, je partage. Ma réponse est courte. On a voulu faire... Que les énergies renouvelables rentrent dans la concurrence. On verra. Exactement. Et payent leur coût de raccordement au réseau. Oui, ça va être avec l'évolution des prix du cuivre, ça va être un autre problème. Et payent leur raccordement au réseau. Typiquement, mais le fait d'avoir permis l'introduction prioritaire des énergies renouvelables était une mesure de protection par rapport à ça. Aujourd'hui, on arrive à une forme de maturité. On le voit sur le coût du mégawattheure.
Vous pouvez aujourd'hui, on parle d'offres de base d'énergie renouvelable à 50 € le mégawattheure en Espagne. Donc, c'est une énergie qui est devenue compétitive. Elle devrait maintenant rentrer, je dirais, dans l'équilibre. On en a peu parlé parce qu'on a beaucoup parlé de nucléaire, mais elles doivent rentrer dans cet équilibre de ce mix d'énergie dont on a parlé de manière, je dirais, équitable par rapport aux autres. Tout à fait. Et ne Messieurs, pas bénéficier d'une priorité d'accès au réseau non plus là. une autre question en réaction à vos propos. Un plan d'épargne électricité ne risque-t-il pas d'être intercepté par des ENR, notamment l'éolien? Qu'en pensez-vous? Ouais, il faudra, il faudra faire en sorte que ce soit orienté vers les investissements d'EDF, nucléaire. Là, je suis plus enfin, encore une fois, c'est là où on doit avoir, à mon avis, un débat ouvert. J'ai l'impression qu'on l'a pas eu. En tous les cas, moi, même s'il y a une trajectoire. Après, il faut une certaine forme de neutralité technologique qui permette d'assurer la sécurité, la compétitivité, la décarbonation. Donc, à partir de là, on peut. Moi, je suis pas fermé à ce que ça ouvre à d'autres modes de financement, mais encore une fois, à condition qu'on ait ce débat et qu'il y ait une forme de loyauté entre les différentes sources et de comparabilité entre les différentes sources qu'elles apportent. Et il n'y a pas que le coût du mégawattheure ponctuel, il y a naturellement la sécurité, le pilotage qui compte autant. Il y a une différence entre le nucléaire et les autres énergies, c'est la durée. C'est la durée. Et il faut en tenir compte dans l'affectation de débat. C'est la durée. Un investissement de panneaux solaires, sa durée d'amortissement est beaucoup plus courte. Ne serait-ce que la durée de vie du panneau elle-même est beaucoup plus courte. Donc on ne peut pas avoir les mêmes types de financement. C'est beaucoup plus facile de financer un investissement à 5 ans, à 10 ans, que de financer un investissement à 50, 70 ou 80 ans. Donc je pense que un des critères d'affectation de ce livret d'épargne électricité, c'est quand même la durée de l'investissement, d'amortissement de l'investissement que l'on a à réaliser. Messieurs, une dernière question. Le président d'EDF, Luc Rémont, appelle de ses voeux à la création d'une banque de l'électricité. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? On n'est pas très loin dedans, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, mais comme nous sommes tous des fanatiques de l'électricité, pourquoi pas une banque de l'électricité? Eh bien, merci à toutes et à tous ce soir pour l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup Louis Gallois, merci beaucoup Olivier Luanzi. Encore un grand merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que ce webinaire vous a apporté des clés de compréhension sur la réindustrialisation française et l'ensemble des défis et des enjeux auxquels nous allons faire face dans la décennie prochaine. Nous vous donnons rendez-vous dès 2025 pour notre prochain webinaire. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. Et je redis encore un petit mot sur le livre d'Olivier, Réindustrialiser, le défi d'une génération aux éditions Médianisation. Au revoir.